Pour la continuation en octobre de ce séminaire qui a été ouvert autour du thème de la vie, mais comme ce thème de la vie est quelque chose de vaste, il est évident qu'on ne peut pas considérer qu'on le finit au sens propre du terme. Et comme il y avait beaucoup de choses qui cette année devaient être apportées et qui ne l'ont pas été, en particulier relativement à l'aspect esthétique, j'ai la promesse de Thierry Briot, qui a été gêné cette année par des deuils, par des difficultés de toutes sortes. J'ai la promesse de sa part de venir faire une présentation au mois d'octobre sur le problème qui l'intéresse, autour duquel d'ailleurs il a fait sa thèse et son activité, qui est le problème de l'esthétique. Il est lui-même peintre et plasticien, donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui peuvent être abordées. Aujourd'hui, je vous laisserai la parole. La séance de séminaire, si vous le permettez, ne sera pas bien longue, parce que il est évident que comme il y a beaucoup de personnes qui étaient là la semaine dernière et qui ne peuvent pas venir, et je ne peux pas non plus faire quelque chose de bien développé. Donc, je suis obligé de reconcentrer un petit peu, en quelques mots, ce qu'il y a à dire et d'apporter surtout peut-être quelques éléments qui sont intéressants. Du point de vue texte, ça sera plutôt d'un rassemblement de quelques textes, plutôt que quelque chose qui serait un apport de ma part à une analyse, qui est plutôt un éclaircissement qui est donné sur des notions qui avaient été abordées la semaine dernière, et en liaison, involontaire d'ailleurs, puisque je l'ignorais et que j'en ai appris l'existence ensuite, avec un colloque qui était organisé et tenu ici autour de Georges Canguilhem, l'auteur d'œuvres sur la vie, en particulier Vie et connaissance, ou connaissance de la vie plutôt, et le normal et le pathologique. C'était donc en relation avec cela, avec cette liaison entre la connaissance de la vie et tout simplement la connaissance et la vie et la connaissance, si l'on veut dire, c'est-à-dire connaissance de la vie veut dire à la fois que l'on travaille sur la connaissance de la vie, qu'est-ce que la vie, mais également quelle est la liaison entre la vie et la connaissance. C'était autour de cela que l'on avait abordé un peu l'œuvre de Canguilhem, c'est-à-dire la vie a comme propriété dans le domaine de la connaissance. C'était cela qui s'était dégagé un peu de ses études sur Canguilhem, que le savant, c'est-à-dire le connaisseur de la vie, le savant, ou celui qui travaille sur la vie, le médecin, appartient à ceux qui l'étudient. C'est-à-dire que la vie et le sujet de la connaissance sont dans une relation très particulière, et la connaissance également est dans une relation très particulière à la vie, puisque celui qui connaît la vie et qui s'interroge sur la connaissance de la vie est lui-même un vivant. Donc,
il y a une relation d'un type très particulier entre ces différentes notions. On pourrait dire que la connaissance en général qui porte sur un objet, et si elle porte par exemple sur la nature, ou si elle porte sur la matière, on pourrait dire également, celui qui connaît la nature, ou celui qui connaît la matière, ou qui entreprend de les connaître, appartient également à l'objet qu'il connaît. Mais il lui appartient d'une façon très particulière, c'est-à-dire que précisément dans la connaissance consiste généralement, et de ce point de vue, en une séparation entre le sujet connaissant et l'objet qui est connu. C'est-à-dire les problèmes de la subjectivité et les problèmes de l'objet, de l'objectivité, c'est-à-dire de ce sur quoi la subjectivité applique sa connaissance, sont des problèmes séparés et posent le problème de la vérité de la connaissance. À propos de la vie, il ne s'agit pas exactement de la même chose. En partie, il peut s'agir de la même chose, puisqu'il peut y avoir une problématique de la connaissance de la vie comme étant un objet séparé, mais en même temps, on ne peut pas ignorer que la vie, à travers on pourrait dire sa pratique propre, ce qu'elle caractérise, est moins un objet de connaissance qu'un objet d'évaluation. C'est-à-dire que ce qui est le propre de la vie, c'est qu'elle ne porte pas la connaissance en termes d'objectivité, qu'elle ne porte pas sur la connaissance en termes d'objectivité, mais elle porte sur la connaissance en termes d'évaluation ou d'appréciation, c'est-à-dire de normativité. Le normal et le pathologique, qui est une grande interrogation et une œuvre de Canguilhem qui est centrale dans son interrogation de la vie, porte justement sur ce que l'on peut appeler la normativité de la vie. C'est pourquoi dans la vie, la connaissance ne s'enracine pas simplement dans la vérité de son objet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que réellement la vie, mais en même temps sur les erreurs de la vie. Il y a une manière de formuler le problème de la connaissance qui échappe à la manière ordinaire de séparer le problème de la vérité et le problème de l'erreur. Est-ce que la maladie est une erreur de la vie, ou est-ce qu'elle est une forme de la vie? Est-ce qu'elle n'est pas impliquée dans la vie? Est-ce que la forme normale est une erreur de la vie, mais est-ce qu'elle n'est pas elle-même impliquée dans la vie? C'est ça qui est le propre de la pensée de Canguilhem. Avant d'être un concept de la pensée, si l'on peut résumer sous une autre forme, si l'on s'interroge sur le rapport qu'il peut y avoir entre la vie et la pensée de la vie, on pourrait dire qu'avant d'être un concept de la pensée, elle est analyse des matières informées, c'est-à-dire que la pensée du vivant doit tenir du vivant. C'est une formule que je retiens ici d'un texte de Canguilhem. La pensée du vivant, c'est-à-dire la manière que l'on a d'apprécier le vivant, de savoir ce qu'il est,
s'insérer en lui, la pensée du vivant doit tenir du vivant l'idée même qui l'anime. Elle est inscrite en quelque sorte, la vie, c'est aussi une expression de Canguilhem, la vie est inscrite dans la pensée qu'il cherche à la connaître. Et l'on pourrait dire d'ailleurs, inversement, que la pensée est aussi inscrite dans la vie qu'elle cherche à connaître. De sorte qu'avant de parler d'une existence séparée de la vie, on peut parler de ce qu'on appelle les expériences de la vie, ou les allures, c'est une expression également propre à Canguilhem, les allures de la vie, allure comme on dit la vie présente différentes formes, et en particulier dans celui qui étudie la pratique de la vie, qui est la pratique de la vie dans la médecine, que ce soit la médecine d'ailleurs de l'homme ou la médecine animale, qui fait effectivement une différence dans la profession, puisqu'il y a le vétérinaire ou le médecin, mais enfin c'est toujours quelque chose qui apprécie la vie, qui apprécie les différentes allures de la vie. Elle conçoit la maladie comme étant l'objet d'une expérience et non pas exactement d'une science, parce que la maladie est aussi une autre forme, une autre allure de vivre dans l'expérience que les animaux ou les hommes ou les organismes vivants en général, parce qu'il n'y a pas de raison de limiter simplement à l'organisme animal, parce qu'on peut inclure également la plante à l'intérieur de la vie, peut-être que d'une façon plus générale, d'ailleurs, mais là cette extrapolation, je la laisse de côté, on peut inclure même à la limite ce qui semble au début ne pas appartenir à la vie dans une vie, et qui à ce moment-là ne serait pas une vie organique, mais une vie inorganique. Pour le moment, nous pouvons limiter, c'est ce que fait Canguilhem d'ailleurs, la connaissance de la vie à la forme organique que présente la vie, la vie dans le contact, le rapport complexe entre l'organisme et son milieu. Et là aussi, c'est une idée qui dépend de celle-ci et qui est extrêmement intéressante. La connaissance ordinaire des objets de la nature résonne à partir d'un milieu indifférent, c'est-à-dire l'espace dans lequel sont l'ensemble des objets naturels, les corps, tandis que le corps vivant n'a pas le même rapport à un espace qui est un espace neutre ou un espace indifférent, par exemple le lieu dans lequel tombent les corps. Il a un milieu. Ce rapport du milieu au vivant est un peu le même rapport également de la conscience au monde qui l'entoure. Le milieu vivant et le monde du vivant. Or, le fait d'avoir un monde, de la même façon que la conscience a un entourage de monde qui l'entoure et qui se constitue, le milieu du vivant n'est pas limité simplement à la conscience, il n'est pas limité au cogito cartésien, il n'est pas limité à des formes que l'on appellerait normales relativement à des formes pathologiques. La maladie, je le répète, a son expérience, à son origine dans une expérience plus que dans une science. La maladie peut être également une réponse à la vie. Elle est, selon l'expression également une expression empruntée à Canguilhem, elle est un opérateur de connaissance,
C'est-à-dire que c'est à partir d'elle on peut entrer dans la connaissance du vivant et de ses différentes formes. Elle est le vivant avec une autre allure, ou selon l'expression qui a été reprise par une analyse dont je vous avais parlé, qui est celle de livre très intéressant de Muriel Combe sur la vie inséparée. Toute chose que vous avez parlé, mais là, que je reprends sous une forme un petit peu fluxive, dans la vie, c'est une formule qui fait image que l'on peut retenir, étant donné l'importance dans la vie, dans l'étude du vivant, justement des formes qui sont des formes pathologiques, on peut dire que dans la vie, le pathos conditionne l'étude proprement dite logique, le logos. La vie a parmi, la science de la vie a parmi les sciences le fait qu'en elle, le pathos conditionne le logos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il pose un problème et que c'est un problème, par exemple, dans la vie, mais dans la vie physique, dans la vie physique, là, c'est la maladie, l'existence de différentes pathologies qui conduit progressivement à une meilleure connaissance du vivant, du corps vivant. De la même façon, dans le domaine psychique, les différentes formes, soit anormales, soit pathologiques, maladives du comportement, ont conduit à des questions sur, par exemple, la psychanalyse, questions sur l'inconscient, questions sur la folie, etc. De toute connaissance de la vie est d'abord une connaissance de ses déviations, une connaissance de ses erreurs. Et nous arrivons alors à ce point très important que, paradoxalement, à propos de la vie, ou lorsqu'on parle de la vie, l'erreur anticipe la connaissance, et fait partie même de la connaissance, où elle se subordonne la connaissance. C'est là-dessus que je voulais insister, quitte à revenir ensuite sur ce que je viens de dire, parce que ce que je voulais apporter aujourd'hui, c'était essentiellement les passages allusifs, ou explicites, mais la plupart du temps allusifs de la pensée de Canguilhem et des études qui ont été faites sur lui à la pensée de Nietzsche. À l'arrière-fond de la pensée de Canguilhem, il y a cette pensée de Nietzsche qui a renouvelé en quelque sorte la pensée contemporaine et la réflexion contemporaine sur la vie, c'est de concevoir la connaissance à partir de l'erreur, et non pas concevoir l'erreur comme une exception de la connaissance, comme une non-connaissance, mais comme faisant partie, en quelque sorte, de la connaissance. Car à partir de cet objet très particulier qu'est le vivant, qui relativement à une connaissance abstraite, si l'on peut dire, à une connaissance donnée à un sujet connaissant relativement à un objet inerte placé en face de lui, la vie est ce qui est capable d'erreur, ce qui vit à partir de certaines formes d'erreur, à partir de l'errance. Le vivant est destiné à errer. Bon, il faut ici remonter à cette étymologie de l'errance qui est ambiguë, qui veut dire en même temps errer, voyager, se déplacer, mais en même temps différer par rapport à ce qui peut être une norme, une règle fixe,
et construire ainsi, créer à partir de cette différence. Nous reviendrons là-dessus d'ailleurs pour apporter quelques précisions. Je voulais en venir tout de suite au paragraphe essentiel. Il y en a beaucoup chez Nietzsche. Je me fixe uniquement ici sur le livre qui est peut-être le livre dans ce domaine le plus important et le plus consistant de Nietzsche, qui est le Gai Savoir, qui date des années 81-82, et en particulier à ces paragraphes centraux qui sont consacrés précisément à ces rapports entre l'errance, la vie et la connaissance. Vous pouvez prendre soit le Gai Savoir dans une édition séparée, soit dans les œuvres complètes, c'est le tome 5, dans l'édition comportant des fragments, parce que les fragments qui sont associés également à ce Gai Savoir sont ces fragments qui étaient inédits jusqu'à cette édition, sont importants. Ils n'apportent pas de révélation absolue, mais ils complètent ce qui est donné dans le texte lui-même du livre. Il y a, alors dans le livre lui-même, on peut se référer à des paragraphes qui sont le paragraphe 120 et le paragraphe 121. Le paragraphe 120 qui est consacré à la santé de l'âme, le paragraphe 121, dont le titre est un peu mystérieux et qui est tout à fait là au centre de la pensée de Canguilhem, qui ne le cite pas lui-même, mais qui fait explicitement quelques références à Nietzsche, qui permettent de voir qu'il s'est rattaché à cette orientation nietzschéenne à propos de l'erreur. La vie n'est pas un argument. Je lis ces deux paragraphes qui ne sont pas longs, donc qui valent la peine d'être lus. La santé de l'âme, d'abord, la formule prédilectionnée de la thérapeutique morale, c'est de Nietzsche, ça, dont l'auteur est Ariston de Chios. La vertu et la santé de l'âme, pour être praticable, devrait être tout au moins modifiée en ce sens. La vertu, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose d'étrange, devrait être modifiée en ce sens. Ta vertu, non c'est ça, ta vertu, et la santé de l'âme. Il insiste là-dessus, sur le fait que la vie n'est jamais quelque chose qui peut être énoncé d'une façon abstraite et collective, elle est toujours individuelle. C'est-à-dire qu'elle se rapporte toujours, c'est aussi une idée qui se trouve au centre de Canguilhem, la vie est toujours dans une différence individuelle, elle est toujours liée à une individuation. Il n'y a pas de vie en général, il y a toujours des modes de vie particuliers pour chaque individu. Elle est un différentiel, si l'on peut l'exprimer ainsi. Car il n'y a pas de santé en soi, et toutes les tentatives pour la définir ont ainsi joué lamentablement. Dans l'œuvre de Canguilhem, les études qu'il a faites sur la santé correspondent tout à fait à ceci. La santé est normative, elle n'est pas un non-soi, elle est un état qui est un état à la fois d'équilibre et de normativité. Elle appartient à chaque individu et au milieu qui l'entoure. Elle est donc relative, affirmative, relative, différentielle, mais elle ne peut pas être canalisée dans une définition précise, générale, comme étant un type, un archétype de la santé. Car chez Nietzsche, c'est surtout orienté d'ailleurs sur cette notion d'individualité, d'affirmation différentielle,
de normativité de valeurs assignées par l'individu à ce qui le concerne lui-même précisément, cette orientation est spécifiquement nietzschéenne. Elle peut être lisible chez Canguilhem, dont l'orientation est moins individualisante, mais là aussi c'est un autre problème sur lequel je n'insiste pas. Car il y a, quitte à expliquer à chaque fois ce que l'on doit commenter pour comprendre bien le texte. Car il n'y a pas de santé en soi, et toutes les tentatives pour la définir ont ainsi échoué lamentablement. Ce qui importe ici, c'est ton, il le souligne, but, ton horizon. C'est dans les textes, justement, où il insiste sur cette individualité. Ce sont tes forces, tes impulsions, les erreurs et notamment les fantasmes de ton âme. Je fais encore une petite incursion pour aussi ceux qui se poseraient la question. Deleuze utilise Nietzsche, il utilise beaucoup Nietzsche, or il est connu que Deleuze, à plusieurs reprises, est essentiellement hostile à cette forme d'appropriation et d'individuation, tout en étant justement nietzschéen. Donc le nietzschéisme de Deleuze n'interprète pas ce ton dans le sens d'une simple appropriation individuelle. Ce ton est tout à fait différent de ce qui serait une sorte de psychologisme de l'âme individuelle ou d'idéalisme de l'âme individuelle qui ne verrait que ceux qui entourent et concernent l'individu. Il y a là quelque chose qui peut faire contresens ou peut donner des interprétations différentes à la pensée nietzschéenne, là aussi problème réservé, mais que l'on comprenne que dans cette affirmation de l'individualité, il le dit d'ailleurs dans certains fragments plus explicite, n'est pas du tout quelque chose qui serait uniquement l'apologie d'une sorte de, on pourrait dire, d'idéalisme individuel de la conscience qui ne verrait que l'existence du monde qui l'entoure. En même temps, pour ton corps, pour déterminer ce qui, pour ton corps, constitue un état de santé. Ainsi est-il d'innombrables santé du corps, et plus l'on permettra à l'individu particulier et incomparable de relever la tête, plus l'on désapprendra, là aussi, phrase très ambiguë, et qui peut être prise au sens littéral d'ailleurs, chez Nietzsche, qui était très antisocialiste et très anti-égalitariste, mais qui peut être aussi pris dans un autre sens, qui n'est pas, qui n'identifierait pas cette affirmation à une adhésion à un régime inégalitaire au sens politique du terme. Lorsqu'il dit et plus l'on permettra à l'individu particulier et incomparable de relever la tête, plus l'on désapprendra le dogme de l'égalité des hommes, et plus nos médecins devront se passer de la notion d'une santé normale en même temps que de celle d'une diète normale, d'un processus normal de la maladie. Le moment serait venu alors de réfléchir à la santé et à la maladie de l'âme et d'identifier la vertu particulière à chacun avec sa santé propre. En fin de compte, resterait la grande question de savoir si nous pouvons être absolument quittes de la maladie, même pour le développement de notre vertu. Et si notamment notre soif de connaissance et de connaissance de nous-mêmes n'aurait pas autant besoin de l'âme malade que de l'âme saine. C'est un peu ce que dit, ce qu'affirme et également que reprend d'une autre manière
quand il aime à la fin de connaissance de la vie, lorsqu'il fait appel d'ailleurs explicitement à la pensée de Nietzsche, lorsqu'il parle du pathologique comme étant utile pour à la fois la connaissance de la vie et la connaissance de la normalité. Il parle de l'anormal et du pathologique également, comme ce qui peut être source d'une nouvelle normalité. Le fou avoisine le génie, écrit quand il aime à la fin de connaissance de la vie. Sa référence, comme je l'avais dit la dernière fois, est à Thomas Mann dans Le Docteur Faustus. Et également, il a aussi une référence à Nietzsche que je n'ai pas nommée, que je n'ai pas relevée explicitement ici. C'est que le vivant est une organisation de propriété et non un système de lois. Il y a quelque chose que Canguilhem va nommer l'ordre de la vie, qui est très différent de celui de la législation de la nature dans les choses non vivantes, et qui comprend l'écart, le singulier, la variation. C'est sur cet écart, ce singulier, cette variation, que Nietzsche fait reposer aussi cette connaissance de nous-mêmes, cette appropriation de la malade qui peut être plus intéressante et plus utile pour la vie que l'âme saine, dans la mesure où celle-ci est une obéissance simplement à la norme commune, à l'opinion commune, et qu'elle ne dégage pas les forces spécifiques qu'il peut y avoir en chaque individu, son singulier. Bref, ça c'est du Nietzsche. Bref, si l'unique volonté de santé ne serait point un préjugé, une lâcheté, et peut-être un vestige de barbarie et d'état rétrograde des plus subtils, de sorte que par une sorte de paradoxe, qui n'est pas exactement dialectique, mais qui fait que le contraire se lie à son contraire, la maladie fait apparaître un état de meilleure santé, ce qu'il appellera dans un autre texte de grande santé, qui est préférable à la santé d'équivalence, d'unification, d'uniformisation, sous lesquelles Nietzsche comprend cette égalité. Au fond, chez Nietzsche, le mot égalité ici signifie uniformisation de toutes les problématiques de la vie, à quoi il oppose la singularité de ces problématiques en chacun selon son corps ou selon son psychisme. Voilà le paragraphe 120 du Gai Savoir. Alors, il y a le paragraphe 121, qui est un paragraphe très intéressant, souvent cité, auquel on fait souvent référence, parce que son titre est assez énigmatique, et il s'appelle « La vie n'est pas un argument ». Ce qui, précisément, est cette nécessité d'inclure dans la vie, sa connaissance, sa gestion, si l'on peut s'exprimer ainsi, ou dans un terme plus courant, plus classique, on pourrait dire sa pratique, qui serait préférable, il y a quelque chose qui peut être fort bien de l'ordre de l'erreur, de l'errance, et non pas des arguments qui servent dans une démonstration de type logique, ou qu'il faut lire avec en arrière-pensée cette idée que le pathos ici précède le logos. Le logos, c'est du côté de l'argument, et la vie est du côté du pathos. Le texte est le suivant. Nous sommes construits un monde dans lequel nous puissions vivre
en supposant des corps, des lignes, des surfaces, des causes et des effets. Tout ça, c'est le monde vu selon la vision mécanicienne, mécanique, cartésienne, puisque, vous le savez, l'avancée de Descartes dans le domaine de la connaissance scientifique, cette révolution produite à cette époque, à la fois du côté de Galilée, du côté de Descartes, c'est la réduction de tout ce qui était les forces et ce qu'on pourrait appeler les mystères de l'organique à des forces mécaniques, fait que l'ensemble de la vie, l'ensemble du vivant, peut être considéré comme mu par des mécanismes comparables à ceux des chocs, des machines simples, des ressorts, etc. Que nous puissions, en supposant des lignes, des surfaces, des causes, des effets, le mouvement et le repos, la forme et le contenu, sans pareil article de foi, nul à présent ne supporterait de vivre, écrit Nietzsche. Mais ils n'en sont pas plus démontrés pour autant. La vie n'est pas un argument. Parmi les conditions de la vie pourrait figurer l'erreur. Et il écrit également le beau, le répugnant constitue le jugement le plus ancien. Attends, là j'ai mal noté ma phrase, ça me permet. Et ensuite, il se peut que parmi les conditions de la vie pourrait figurer l'erreur, mais ensuite il relie cette notion de l'erreur à celle du jugement esthétique et de la revendication morale. Dès que nous nions la vérité absolue, j'ai oublié une ou deux phrases, il nous faut renoncer à toute revendication absolue et nous replier sur la position des jugements. Telle est la tâche, créer une abondance d'appréciation de valeurs esthétiques également justifiées, chacune pour un individu, constituant la dernière réalité et la mesure des choses. Et il ajoute, avec 3 points d'exclamation d'ailleurs, rédaction de la morale de l'esthétique. Oser avancer la thèse, il note dans un fragment inédit, page 343 de ce texte dans le tome 5, oser avancer la thèse en toute activité philosophique, comme si en toute activité philosophique il ne s'agissait jusqu'alors du tout de trouver la vérité, mais de quelque chose de tout à fait autre, disons de santé, d'avenir, de croissance, de puissance, de vie. Lorsqu'il parle de l'erreur, alors, et également, associé à ces explications, pour mettre en garde contre le fait que cette pensée nietzschéenne serait une justification simplement d'un individualisme au sens ordinaire du terme, nous sommes les bourgeons d'un seul arbre. Apprendre pas à pas à rejeter ces fragments inédits à la page 299 du tome 5. Apprendre pas à pas à rejeter le prétendu individu, découvrir les erreurs de l'ego. Là, c'est très net justement quel est le sens de ce rejet, de cette apologie de l'individu chez Nietzsche,
qui peut prêter à contresens, qui reste ambigu, mais qui peut prêter à contresens, reconnaître l'égoïsme en tant qu'erreur, surtout ne pas prendre l'altruisme pour l'opposer. Là, c'est peut-être un des textes les plus intéressants de Nietzsche de ce point de vue, parce qu'il permet d'éviter cette, non pas l'ambiguïté, mais tout au moins cette incompréhension pour tirer Nietzsche simplement du point de vue d'un individualisme rigoureusement opposé à l'altruisme. Les deux sont rejetés. C'est la voie qu'il choisit est une autre forme de voie, ce qui serait de l'amour pour les autres prétendus individus. Non, par-delà moi-même et toi-même, sortir. C'est un très beau texte, très belle formule, mais très ambiguë aussi, et très mystérieuse, un peu comme la vie n'est pas un argument. Par-delà moi-même, qui est mis entre guillemets, et toi-même, qui est mis entre guillemets, sortir, qui est mis en italique. Éprouver, qui est mis en italique, d'une manière cosmique, qui est mis en italique. On retrouve là d'ailleurs quelque chose qui fait beaucoup penser à certaines vues, qui sont celles aussi d'une conception que rejette Nietzsche, le romantisme, mais qui ne sont pas très loin de certaines vues que l'on trouve chez Schelling, par exemple, dans la Naturphilosophie de Schelling. Voilà par exemple des exemples d'erreurs selon Nietzsche. Le grandiose dans la nature, toutes les sensations de ce qui est élevé, noble, amène, beau, aimable, généreux, sévère, violent, ravissant, qui nous viennent de la nature, tant que de l'homme et de l'histoire, ne sont pas des sentiments immédiats, mais les répercussions d'innombrables erreurs invétérées. Toutes choses resteraient froides et mortes pour nous, sans ce long apprentissage. Mais ces erreurs, il ne dit pas que ces erreurs soient, si on peut dire, c'est ça qu'il faut comprendre, soit à rejeter. Au contraire, elles font partie, finalement, ce sont des erreurs, mais elles font partie même de la constitution de la vie. Il cite par exemple le profil des montagnes, les nuances de plaisir que l'on prend aux tonalités qui constituent autant de perceptions héréditaires. Tout cela, ce sont des agréments et des adjuvants pour la vie, mais d'autre part, relativement à la vérité des choses, qui sont vues de façon géométrique, cartésienne, rigoureusement analysée, ce sont effectivement des erreurs. Donc, les erreurs sont toujours, chez Nietzsche, c'est là-dessus, d'ailleurs, que je conclurai, vues d'une façon esthétique. L'esthétique, en général, c'est le sens un peu de tous ces arguments que l'on trouve dans les fragments inédits, de tous ces arguments, de toutes ces propositions que l'on trouve dans les fragments inédits, sont l'esthétique est rangée dans le domaine des erreurs, ou dans le domaine du faux. Là, pour éclairer notre lanterne de ce point de vue-là, il faudrait se relier à ce que dans ses écrits sur le cinéma, dans l'image dont je crois, Deleuze appelle les puissances du faux. Or, le faux, pour Nietzsche, c'est précisément cela. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas du faux, c'est de l'imaginaire. Mais le faux, c'est uniquement à prendre comme étant le... C'est pas le négatif, c'est pas ce qui est à rejeter, c'est ce qui est en dehors de ces simples affirmations argumentaires de la vérité. Là aussi, je cite au hasard et je lis un petit peu un choix de ces arguments, par exemple, une de ces fragments, excusez-moi, c'est précisément pas des arguments, ce sont des affirmations, ce ne sont pas des arguments. Page 336, dans le fragment 100, la nocivité des vertus, l'utilité des non-vertus ou des vices, qui n'ont jamais été considérés dans toute leur ampleur. Sans crainte ni convoitise, que serait l'homme?
voir sans jamais commettre d'erreur. Point d'exclamation. Il y a énormément de points d'exclamation dans tous ces fragments. On pourrait dire que cette pensée n'est pas argumentaire mais exclamative. C'est exclamative dans le sens aussi de visionnaire, affirmative, mais elle n'est pas démonstrative au sens où ces affirmations ne sont pas démontrables. Devient, par exemple, ne cesse de devenir qui tu es. Devient qui tu es, c'est repris à plusieurs reprises, c'est répété à plusieurs reprises dans le Gai Savoir. Là c'est une des modalités, une des formules qu'il utilise dans le même sens, c'est au paragraphe 106, page 340, ne cesse de devenir qui tu es, le maître et le formateur de toi-même. Mais, immédiatement, on voit, paragraphe suivant, ou un des suivants, qui est, le verbe haïr, qui est le sang étranger ou le méprise, c'est-à-dire précisément devient ce que tu es, n'est pas du tout affirmer une identité, ni de sa race. C'est important de dire à propos de Nietzsche, puisque justement c'est un peu l'époque dans laquelle il combat contre le sionisme et l'antisémitisme, contre l'antisionisme et l'antisémitisme en Allemagne, et en particulier celui qui peut devenir son beau-frère, Foster, il écrit qui est donc le sang étranger ou le méprise n'est pas encore un individu, mais une sorte de protoplasme. Donc il y a de sa part un très profond mépris à l'égard de cette aversion contre l'étranger. Mais donc l'affirmation de deviens ce que tu es n'est pas du tout quelque chose qui serait identitaire en ce sens. Et il écrit un peu plus loin, changement des appréciations de valeur, c'est ma tâche. Et il cite comme valeur à changer le corps et l'esprit, la passion, le mal, la communauté, la morale, la vie et la mort, la vie, et il termine la vie en tant qu'errance. Donc errance est à prendre dans ce sens aussi d'erreur. En France, c'est la séparation. Peut-être, là, il faudrait être philologue plus averti pour savoir si en allemand c'est différent, parce que c'est toujours fondé sur Iren, Irrtum, donc il y a aussi une parenté entre Iren, Ere, et Irrtum, Ere. En français, peut-être, quand on dit Ere, ça ne veut pas dire forcément que l'on fait une erreur. Si l'on dit gère dans les rues, à ce moment-là, ce n'est pas que je fasse des erreurs à proprement parler, ça veut dire que je me promène au hasard. Si je dis que gère à propos d'un problème, là, c'est-à-dire que je ne sais pas où j'en suis, donc c'est plus proche de la notion d'erreur au sens de tromperie. Donc vous voyez que là, il y a une sorte de glissement possible de l'un à l'autre qui fait que le mot peut être chargé, peut avoir une tonalité positive, lorsque l'on dit errer comme se promener, aller au hasard, vagabonder, ou qui peut avoir une erreur, une tonalité négative lorsque l'on dit se tromper. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre que la croyance qui n'est pas le savoir au sens propre du terme, le mot qui avait été discuté beaucoup à l'époque du romantisme, à partir de Jacobi, à partir de Hegel, qui a écrit un texte s'appelant Glauben und Wissen, qui distingue, qui prend parti pour le savoir contre la croyance. Jacobi prenait parti pour la croyance. On peut ranger également
Nietzsche parmi ceux qui sont les tenants de la croyance comme condition du vivre, mais qui ne sont pas très certainement des modes de croyance comparables, par exemple, à celui de Kierkegaard, bien qu'il y ait une ressemblance assez profonde entre l'un et l'autre. J'avais noté dans un livre que je vous avais cité de Jean-Clé Martin cette phrase importante à propos de Kierkegaard, justement, à propos de Kierkegaard, une impertinence, c'est de Jean-Clé Martin, dans ce livre que je vous avais apporté la dernière fois, Enfer de la philosophie, tout récent puisqu'il a paru en cette année, en mai 2012. Une impertinence de l'événement que Nietzsche qualifiera aussi d'intempestivité, de sorte que le Christ contemporain éternel de Kierkegaard n'est sans doute pas si éloigné qu'on le veut croire des fonds dionysiens et indiens de Nietzsche. Intempestif veut dire que l'hésitation qui accompagne l'affirmation de l'éternité par le Christ confié à son corps est tout aussi incroyable maintenant que jamais. Elle porte encore les marques de son balbutiement, son caractère infiniment improbable. Ce Christ qui chez Nietzsche est effectivement à l'écart de la croyance, puisqu'il l'oppose à Dionysos, mais envers lequel, justement, il a une attitude qui est aussi très ambiguë, chose que l'on trouverait aussi, j'avais noté, d'ailleurs, non seulement chez Kierkegaard, mais aussi chez Ballanche. Chez Ballanche, qui est un contemporain de Kierkegaard, antérieur un petit peu à Nietzsche, contemporain de Fourier, chez lequel aussi il y a un fond de croyance, d'affirmation dans l'erreur, justement, au sens nietzschéen du terme, qui est au fondement même de la conception de l'histoire et de la temporalité, c'est-à-dire d'une temporalité qui est intempestive, c'est-à-dire qui ne se situe pas dans le déroulement monotone, uniforme de la chronologie de l'histoire, mais qui la bouscule, qui la traverse. Et c'est là aussi que l'on trouve, page 396 au paragraphe 264, imprimé à notre vie l'image de l'éternité. Et dans une version qui est peut-être une des premières de l'éternel retour, vivre de telle sorte que nous voulions vivre encore une fois, et voulons vivre ainsi, c'est souligné, pour l'éternité. C'est au paragraphe 266, page de 396, du tome 5 de cette édition Colli Mondinari des éditions nouvelles de Nietzsche. Là encore, un inédit aussi important, intéressant, page 267, page 397, et qui est le paragraphe 267. Alors, il parle du sage. Il parle du sage en disant de la part du sage, le philosophe de l'Antiquité, son impulsion à connaître présuppose la croyance, donc il n'y a pas entre connaissance en fait et croyance une différence absolue. Il y a une différence, elle est marquée, mais elle n'est pas de l'ordre de l'opposition absolue. Son impulsion à connaître, écrit Nietzsche, son impulsion, celle du sage, je répète, présuppose la croyance à l'erreur et la vie dans l'erreur. Vivre, et c'est aussi important, il faut noter ces formules, vivre est la condition du connaître. C'est ça, au fond,
on trouve l'explication peut-être de cet usage que Nietzsche fait de la notion d'erreur, de faux, de la différence entre vie et argumentation, etc., dans des formules comme celle-ci. Et je parlais de Canguilhem parce que c'est aussi à l'arrière-fond de la pensée de Canguilhem qui s'est beaucoup inspiré de cela dans une étude qui, pour lui, Canguilhem, qui est un épistémologue, est appliquée aux sciences de la vie contemporaine, historique, mais qui est très inspirée de cette philosophie. Vivre est la condition du connaître. Errer, la condition de la vie, je crois qu'on peut noter ça, vivre est la condition du connaître, errer, la condition de la vie, et notamment errer au plus profond de la vie, savoir qu'on ne supprime pas le fait d'errer, cultiver l'erreur, c'est tout ça, c'est du même texte. Savoir qu'on ne supprime pas le fait d'errer, cultiver l'erreur. Alors là, il y a un autre passage que je n'ai pas cité exactement. Je l'ai relié en disant à quoi Nietzsche relie l'art, le délire, la signification esthétique. Donc il y a une chaîne qu'on peut appeler sémantique, chaîne de signification, entre ces différentes expressions, c'est-à-dire erreur, croyance, art, esthétique, le vouloir et la croyance aussi sont liés. Donc, des choses que l'on a l'habitude souvent de détacher, de séparer, de poser les unes dans les autres, font partie d'une même continuité. Ainsi découvrons-nous la nuit et le jour. On voit bien que l'erreur, au fond, la nuit n'est pas le contradictoire du jour, c'en est le contraire. Mais la grande erreur, si l'on peut dire, serait de confondre des contraires et des contradictoires. La nuit, c'est un opposé, ce sont des oppositions entre lesquelles il y a des transitions, des glissements, comme on passe de la nuit au jour à la nuit, etc. Ainsi découvrons-nous ici également la nuit et le jour en tant que notre condition de vie. Et là aussi, cette expression intéressante, c'est toujours dans cet inédit 267, page 397, vouloir connaître, c'est relié par un trait d'union, vouloir connaître et vouloir errer, ça aussi c'est relié par un trait d'union, vouloir connaître et vouloir errer sont le flux et le reflux. Et il parle dans un sens qui certainement n'est pas hegelien, mais qui n'élimine pas le contradictoire non plus dans la liaison entre les contraires, contradiction de la vie, où ni l'un ni l'autre ne doit prédominer. Donc, je le répète, si l'on veut expliciter cette expression puissance du faux qui est deleuzienne, il faut bien voir que cela nous conduit de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de l'imaginaire, du côté de la création. Ces mots qui sont utilisés souvent de façon vague, ou au contraire trop déterminée, sont ici tirés par Nietzsche du côté de la création esthétique. Ma tâche, alors il y a également un passage dont on peut retenir ici la signification et la formulation qui est très intéressante.
parce que on voit qu'avec cela, ce que fait Nietzsche, c'est d'essayer aussi de faire à ce niveau-là des significations une sorte de transvaluation, de modification des valeurs.